Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier ? Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs ? Est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas ? Combien ça gagne ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité et tout ça avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et vraiment merci. Je le dis en fin d'épisode, mais ce coup-ci j'en profite pour le dire maintenant. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires et des notes sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, parce que ça permet d'améliorer mon référencement et de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast, en plus du bouche à oreille. Donc j'insiste, si vous aimez ce contenu, vous pouvez saouler tout le monde avec et je vous en remercie d'avance. Dans l'épisode solo de cette semaine, on va parler de deux choses. Avant de passer à l'IA, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec une personne à qui j'avais fait une demande d'interview. Alors, attention, il n'y a pas de médisance sur ce podcast. Mais j'avais besoin d'en parler parce que c'est une situation qui peut être rencontrée par chacun de nous et ça arrive tous les jours. J'ai programmé un enregistrement avec quelqu'un qui a eu une vingtaine de minutes de retard. Pas de problème, c'est des choses qui arrivent et je suis moi-même une retardataire chronique pour tout ce qui ne concerne pas le travail. J'ai même failli louper un avion récemment. Mais ce qui m'a surprise dans l'approche de mon invité, c'est qu'au lieu de s'excuser et de proposer de décaler directement, il a essayé de me faire croire que c'était moi qui n'étais pas au rendez-vous. Je suis sûre que certains d'entre vous l'ont déjà fait, vous dites à votre ami je suis arrivée, t'es où ? Alors qu'en fait, vous êtes à un quart d'heure du lieu en question. Avec des amis, ça passe, mais vous avouerez que c'est pas très fair-play, surtout dans un contexte professionnel. Et je vais vous dire, j'ai été excédée. Non pas à cause du retard, mais parce que j'ai eu la nette impression qu'on a un peu essayé de me prendre pour une idiote, pour rester poli. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça ? Ça rejoint un sujet que j'avais déjà abordé dans l'épisode 3. La perception qu'on peut se faire d'une personne sans la connaître et par ricochet, les préjugés que peuvent avoir certaines personnes sur nos métiers. Le respect, ça se mérite, mais il faut parfois l'imposer de manière un peu frontale, mais sans nécessairement entrer en conflit. De ce que j'ai observé, les QA sont pris de haut. C'est une réalité. C'est une des raisons qui m'a poussée d'ailleurs à créer ce podcast pour apporter de la connaissance et contribuer à mon niveau à changer les mentalités. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on projetait des choses sur le métier de testeur uniquement par méconnaissance. Je vous dis ça parce que j'ai entendu à plusieurs reprises « Non, mais tu vas pas faire du test pendant très longtemps, tu feras autre chose après. » Comme si les métiers du test n'étaient pas des métiers d'expertise. C'est une chose de se lancer dans ce secteur en ayant une vision précise d'où on veut aller et en commençant par le test. C'en est une autre de dénigrer un peu, même sans le vouloir, les métiers du test. On peut ou pas être d'accord avec ça, mais le qu'en dira-t-on et le regard des autres va tous nous affecter. À des degrés différents, c'est sûr, mais quand même. Alors sentir qu'on exerce un métier qui n'est pas spécialement valorisé au sein de la tech même, et dans l'imaginaire collectif comme médecin ou avocat ou architecte, ça peut pousser effectivement certains et certaines à se voir de manière dégradante. Alors, quelle attitude adopter quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous prend pour un idiot ou une idiote, ou qui vous prend de haut ? J'ai une réponse qui est très simple à ça. Ne perdez pas votre temps et brillez par votre savoir. Chacun a un temps limité sur cette terre et vous avez bien d'autres choses à faire que de le perdre avec des personnes qui ne le méritent pas. Ce que je veux dire, c'est que vous connaissez la valeur que vous avez dans votre métier et que vous avez en tant que personne. Et c'est ça le plus important. Ne laissez jamais personne vous rabaisser sous aucun prétexte, encore moins en raison du métier que vous exercez. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de sot métier. Et quand on voit
la demande croissante qu'il y a pour les testeurs, on est bien d'accord qu'il y a de la valeur qui est créée quelque part. Ce qui m'amène à la deuxième partie de l'épisode, et peut-être qu'il vous a fait cliquer. Alors, ça vous a pas échappé, on parle d'intelligence artificielle partout. J'ai hésité à traiter le sujet parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contenu qui est créé dessus, et je me suis dit au final que c'était quand même important, parce que ça va forcément impacter les métiers du test dans les années à venir. Ça soulève tout un tas d'interrogations que vous vous posez peut-être, et moi j'avais envie de les verbaliser. J'aurai peut-être un invité qui viendra en parler de manière un petit peu plus technique, mais je vais déjà vous exposer mes réflexions là-dessus. Alors, disclaimer, il ne s'agit que de mon avis, basé sur ce que j'ai pu lire ou écouter ou regarder, et le temps nous dira si j'étais dans le bon ou si j'étais complètement à côté de la plaque. Déjà, qu'est-ce que c'est concrètement l'intelligence artificielle ? Beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que c'est principalement une manière de simuler l'intelligence humaine via un algorithme à travers une machine ou un ordinateur. L'intelligence artificielle va s'associer avec ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage en continu, ce qui va permettre d'obtenir des réponses qui vont être de plus en plus actuelles et de plus en plus adaptées à un contexte donné. Je parlais de valeur il y a quelques instants. La grosse problématique qui semble un peu surgir de tout ça, là, tout ce contenu qui est créé, c'est que l'utilisation de l'IA va amener un peu à la disparition de certains métiers. Là, les graphistes, les monteurs vidéo, les ingénieurs son, par exemple, sont les premières personnes à être impactées à l'heure actuelle, aujourd'hui, en mars 2023. C'est tout à fait possible de créer une BD de A à Z ou une musique, une bande son, juste avec de l'intelligence artificielle. Des métiers vont disparaître. Ça, c'est aussi certain que le passage qu'on a eu d'une société d'industrie à une société de service. Mais à quelle vitesse ? C'est ça la question. En ce qui concerne le test, on a beaucoup de mal à comprendre déjà comment l'IA peut s'appliquer au test et si à terme les testeurs vont disparaître. Au-delà de ça, comment est-ce qu'une intelligence artificielle se teste ? Déjà, pour moi, ce qui se cache derrière, c'est un algorithme, donc du code. Donc, logiquement, c'est quelque chose qui se fait déjà. On est d'accord. Le critère différenciant maintenant, c'est peut-être la quantité de données qui est traitée, qui est au final très très importante pour une intelligence artificielle. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça ne signifierait pas qu'il va peut-être falloir s'associer avec des data analystes pour être certain que la qualité des résultats remontés est optimale ? La base du test, c'est de comprendre comment est censé fonctionner un outil numérique et comparer le résultat attendu avec le résultat obtenu. Je pense que par défaut, il va falloir que les testeurs comprennent comment fonctionne l'IA sur laquelle ils travaillent et ensuite comparer de la même manière résultat attendu versus résultat obtenu. Plus généralement, si on parle de conception des tests, c'est tout à fait possible de s'aider de l'IA pour créer des cahiers de recettes, qu'ils soient manuels, parce qu'il y a quand même beaucoup de rédaction, ou qu'ils soient automatisés. Ça veut dire donc générer des bouts de code, des requêtes, mais du coup, est-ce que ça ne signifie pas qu'on n'aura plus de distinction entre les testeurs manuels et les testeurs automaticiens, mais qu'on aura plutôt un hybride des deux ? Parce que les compétences nécessaires à la création des scripts pourront être faites directement à travers l'IA. Une autre question, à terme, les IA développées par des entreprises dont c'est le métier, c'est le cœur de métier, vont vouloir être intégrées par d'autres systèmes créés par d'autres entreprises. La question des tests d'intégration va forcément se poser. Et là-dessus, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de boulot. Parce qu'on ne parle pas du tout de l'intégration de l'IA dans les systèmes déjà existants. Donc, il va y avoir quand même beaucoup de régressions à faire. En termes de jeux de données, est-ce que ce sera possible d'utiliser des données fictives, comme on le fait aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, ça ne faussera pas les résultats ? Du coup, est-ce que ça ne signifie pas que beaucoup plus de tests devront se faire directement en production ? Et en termes de risque, où est-ce que ça nous emmènerait en fait, pour des entreprises qui choisiraient de procéder comme ça ? Dans tous les cas, ce que je pense,
c'est que les testeurs vont devenir les cobayes des IA. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est en se retrouvant face à des testeurs que tout le process de machine learning justement va s'améliorer. Mais du coup, ça signifie qu'à l'inverse, les testeurs devront également être en apprentissage constant pour créer des cas et des scénarios, disons, à la hauteur. Voilà pour les questions que je me pose et que vous vous posez peut-être. Si c'est le cas, j'échangerai avec plaisir là-dessus, c'est vraiment hyper intéressant. Et au final, c'est quelque chose, je pense, qui nous concerne tous, pour peu qu'on utilise un outil numérique. Et a priori, si vous m'écoutez, c'est que c'est le cas. Je pense que je réécouterai cet épisode dans 2 ans et on verra où on en est. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.